Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les élèves qui suivent le module de l'électricité. Donc je vous propose le corrigé du devoir surveillé numéro 1 que je viens de faire à mes étudiants à la FST de Guilise. Voilà le corrigé. Donc bien sûr le sujet vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Donc premier exercice, c'est un exercice de calcul de champs créés par des charges ponctuelles. On a 4 charges qui sont placées sur un cercle. Chacune des charges vaut un nanocoulombe, 10 moins 9 coulombes. Le rayon du cercle, c'est 1 mètre. Question, quel est le champ total créé par les 3 charges Q2, Q3 et Q4 au point où se trouve Q1 en fonction de K, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, et de Q, et déduire sa valeur numérique. Bien, d'abord, le champ total, c'est le principe de superposition, c'est la somme vectorielle. La somme vectorielle des champs, c'est le champ créé par E2, plus le champ créé par E3, plus le champ créé par E4. Vous voyez que le champ créé par E4, par exemple, c'est une charge positive, il dirige de la charge vers l'extérieur. Donc il possède deux composantes, une composante suivant X et une composante suivant Y. Donc par définition, c'est K fois Q sur R carré. Cette distance est racine de 2, puisque le rayon du cercle c'est 1, donc A racine de 2 au carré c'est 2. Facteur de cosinus alpha, cet angle c'est pi sur 4, racine de 2 sur 2 suivant I, plus racine de 2 sur 2 suivant J. Et bien sûr pour E2 c'est la même chose, sauf que vous allez voir cosinus suivant I et moins sinus suivant J. Donc, vous voyez bien que par symétrie, le champ total est suivant l'axe des X, donc il suffit de calculer juste la projection de chaque champ sur l'axe des X. Donc la projection de E2, c'est 2 au carré, racine de 2 au carré, c'est 2, donc 2 fois. Donc c'est la projection de E3 plus la projection de E4, c'est pourquoi le facteur 2, fois KQ sur racine de 2 sur 2 au carré, racine de 2 au carré, c'est 2, fois racine de 2 sur 2. Donc ça, c'est le champ total créé par Q2 et Q4. Il ne faut pas oublier le champ créé par Q3. La distance ici, c'est 2 fois R, c'est 2R. Comme R est égal à 1, la distance c'est 2, donc K fois Q sur 2 au carré. Et donc, en factorisant par K fois Q sur 2, on trouve racine de 2 plus 1 demi, et comme application numérique, puisque K c'est 9 10 puissance 9, Q c'est 10 moins 9, donc K fois Q, tout simplement, ça se réduit à 9. Donc, vous allez avoir 9 demi, facteur de racine de 2 plus 1 demi, et ça vous donne 8,61. L'unité, bien sûr, du champ magnétique, du champ électrique, c'est volts par mètre. Bien, donc là, beaucoup d'erreurs sur la somme vectorielle de des vecteurs. Ça, c'est la base, vraiment. Il faut bien travailler cette partie, la somme créée, la somme de 3 vecteurs. Il faut toujours faire la projection et ne calculer que les composantes du champ total. Composantes suivant X, composantes suivant Y, et ainsi de suite. Bien, la force totale qui s'exerce sur la charge Q1, c'est bien sûr Q1 fois le champ total au point où se trouve Q1, c'est-à-dire le champ qu'on a déjà calculé. Donc sa valeur, c'est cette quantité multipliée par 10 moins 9. Donc ça vous donne 8,61, 10 moins 9 newtons. Bon, la question numéro 3, c'est calculer le potentiel créé par les 3 charges au point Q. Toujours, Donc, on calcule le potentiel créé par Q3, Q4 et Q1 au point Q. Donc, la distance de Q1 et Q4, c'est racine de 2. La distance de Q3, c'est 2. Donc, le potentiel total créé par Q2, ça sera, attention, le potentiel est varie en 1 sur R. Potentiel créé par une charge, c'est K fois Q sur R et non pas sur R carré. Donc, c'est K fois Q sur racine de 2 pour la charge 2 et la charge 3. Et K fois Q par la charge 2 et la charge 4, pardon. Pour la charge 3, c'est K fois Q sur 2. Le rayon, c'est 2. Donc, puisqu'on a pris R égale à 1 mètre. Donc, le potentiel total au point 1, c'est K fois Q, facteur de racine de 2 plus 1 demi. Application numérique, ça vous donne 17,2 volts. On déduire l'énergie potentielle des 4 charges. Donc, l'énergie potentielle par définition d'une distribution de charges, c'est 1 demi. 1 demi, l'énergie potentielle, c'est 1 demi, sommation sur I, QI fois VI. VI, c'est le potentiel au point où se trouve la charge QI. Donc, ça sera Q1 fois le potentiel au point Q1, plus Q2 fois le potentiel au point Q2, plus Q3 fois le potentiel au point Q3, plus Q4 fois le potentiel au point Q4. Mais il faut remarquer que le potentiel au point Q1, c'est le potentiel créé par Q1, Q4 et Q3.
Si je veux calculer le potentiel au point Q4, ça sera exactement le même puisque j'ai la même densité, même charge à la même distance, une charge à 2R et deux charges à racine de 2. La même chose en Q3. C'est le potentiel créé par deux charges situées à racine de R, une charge à 2R et ainsi de suite. Donc là, il suffit de dire tout simplement Q1 fois V1 égale à Q2 fois V2 égale à Q3. Donc ça sera 4 fois. Donc V1 égale à V2 égale à V3 égale à V4. Donc ce terme, c'est 4 fois Q fois V. 4 sur 2, c'est 2. Donc ça sera 2 Q1 fois V1. Donc Q1, V1, on l'a déjà calculé. Q1, c'est 10 moins 9. Donc ça sera 2 fois 17, c'est-à-dire 34,4. 10 moins 9, bien sûr, l'unité, c'est le joule. Voilà pour l'exercice numéro 1. Donc la seule question qui peut poser de problème a priori, normalement, c'est la question 4. Maintenant, on va prendre le schéma suivant. Voilà, on vous donne un segment AB. Voilà le segment AB. Tout est décrit sur le schéma. Vous avez l'élément de charge qui se trouve à la distance Y. Le point M situé à la distance A. L'élément de charge est repéré par l'angle θ. Donc la première chose, normalement, c'est de prendre cet élément de charge, vecteur unitaire U, de représenter le vecteur D de E. Vous voyez bien que D de E va avoir deux composantes, une composante suivant X et une composante suivant Y. D'accord? Et avec D de X, c'est D de E cosinus θ, D de Y, c'est moins D de E sinus θ. Quelles sont les questions? Donc les questions. Bon, la question. Premièrement, en utilisant la symétrie, déterminer les composantes non nulles du champ créé par le champ A et B au point M. On vous dit les composantes non nulles. Et puisque j'ai précisé les, il y en a plusieurs, et non pas une seule. Donc, puisque le seul plan de symétrie ici, c'est le plan de l'écran, c'est-à-dire le plan où se trouve le segment, c'est-à-dire MXY. Bien sûr, MXZ n'est pas un plan de symétrie, MYZ non plus. Donc, vous avez un seul plan de symétrie. Donc, la seule composante nulle, c'est la composante perpendiculaire à XY, c'est-à-dire la composante suivant Z. Donc, le champ va avoir deux composantes, une composante suivant X et une composante suivant Y. Ensuite, on vous dit d'écrire tangente θ. Bon, il suffit de voir le schéma. Tangente θ, c'est Y sur A. Donc, D de Y, c'est la différentielle de tangente. C'est 1 sur cos carré θ D de θ. D de Y, c'est lambda D de L. Mais puisque le segment est suivant l'axe des Y, D de Q, c'est lambda D de Y. Ensuite, là, on vous demande juste d'exprimer, de donner l'expression de D de E. Par définition, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 D de Q sur R carré suivant U. Bien. Maintenant, passons au calcul. On sait que le champ a deux composantes non nulles. Et vous allez voir qu'il suffit de calculer une et vous allez déduire l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez D de EX. C'est D de E cosinus θ. D de Y, c'est D de E sinus θ. Pardon, c'est sinus θ. Donc, vous allez voir, tout simplement, à la fin, ce sera l'intégrale de cosinus. Dans l'autre, ce sera l'intégrale de sinus. Donc, commençons par D de X. C'est D de E cosinus θ. C'est lambda d de y sur r carré cosinus θ. On a déjà exprimé d de y. Il vous reste juste à exprimer r en fonction de cosinus θ. On l'a fait plusieurs fois dans le segment. Donc cosinus θ, c'est a sur r. Donc r, c'est cette distance. Donc 1 sur r carré, c'est cos carré θ sur a carré. Et si vous remplacez ici, le cos carré de d de y va se simplifier avec cos carré de 1 sur r carré. Il va vous rester juste cosinus θ d de θ. Et si vous faites la même chose avec d de y, il va vous rester sinus θ d de θ. Donc, EX, ça sera l'intégrale de cosinus. EY, ça sera l'intégrale de sinus. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, ça va vous donner sinus alpha 2. Bien sûr, la borne d'intégration, voilà le minimum de la charge, voilà le maximum. Donc, le minimum, c'est alpha 1 et le maximum, c'est alpha 2. Donc, j'intègre entre alpha 1 et alpha 2. Donc, ça va vous donner sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Et pour Y, cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1. Bien, sur la médiatrice, c'est-à-dire si le segment se place sur la médiatrice, vous voyez bien que les angles sont égaux. Vous avez ici alpha 1, alpha 2. Donc alpha 2, je le pose égal à alpha, et alpha 1, c'est moins alpha. Donc sur la médiatrice, vous avez alpha 2 est égal à moins alpha 1. Donc ce terme va être nul,
et parce que cosinus est une fonction paire, cosinus alpha, c'est cosinus de moins alpha. Par contre, sinus de moins alpha, c'est plus sinus alpha. Donc ici, vous allez voir 2 fois sinus alpha. Donc le champ va être uniquement suivant x, et sa valeur, c'est lambda sinus alpha sur 2pi epsilon 0a. Bon, pour un plan infini, bien sûr, alpha égale à pi sur 2. Donc le champ E égale à lambda sur 2pi epsilon 0a. Bon, pour l'exercice 3. Je ne sais pas combien de fois on a cessé de dire jamais, ne jamais utiliser le théorème de Gauss sans faire de schéma. Pour voir où, c'est quoi le flux que vous calculez, c'est quoi la charge intérieure. Donc d'abord la symétrie, bon, plan infini, on peut dire soit OZ est un axe de symétrie, soit de dire MXZ, MYZ, deux plans de symétrie, donc le champ est suivant OZ. Vous avez invariance par translation suivant Y, invariance par translation suivant X, donc le champ ne dépend que de Z. La question intéressante auquel pratiquement quelques personnes ont répondu, c'est on montrait en utilisant la symétrie que E de Z est une fonction impaire. Bon, on a déjà dit pour les règles de symétrie que vous voyez que OX et Y c'est un plan de symétrie. Donc qui dit plan de symétrie, ça veut dire le champ est symétrique par rapport à ce plan. Ça veut dire si le champ on a un point M est dans cette direction, on a un point symétrique, il va être opposé. Donc vous voyez bien que ici E à la position Z, ça sera E de Z. E à la position Z, ça sera E suivant Z, alors que E à la position moins Z, ça sera moins E à la position moins Z suivant E de Z. Il est opposé. Donc j'ai E de moins Z est égal à moins E de Z, donc le champ est une fonction impaire. Là aussi, je ne laisse pas cesser de dire l'équation de théorème de Gauss se forme locale. Qu'est-ce que ça signifie? Divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. C'est une équation locale. Qu'est-ce que ça signifie local? Ça veut dire si je calcule la divergence en ce point, c'est égal à la densité de charge en ce point. En plus, vous avez un plan infini, c'est chargé sigma. Donc il n'y a pas de densité de charge volumique. Donc partout dans l'espace, au-delà du plan, vous avez toujours ρ égale à 0. Donc ici, vous avez tout de suite divergence de E égale à 0, car ρ égale à 0. Et comme le champ ne dépend que de Z, l'expression de divergence en coordonnées cartésiennes, c'est d de E de Z sur d de Z, et puisque, donc ce qui montre que E de Z égale une constante. Donc vous voyez que le théorème de Gauss nous permet de montrer facilement que le champ créé par un plan infini, c'est une constante. Maintenant, pour le calculer, il suffit de faire un schéma. Il suffit de faire un schéma, prendre un cylindre de hauteur h, de hauteur h, peu importe. Et là, puisqu'on a montré que le module est constant, il peut ne pas être symétrique, ce n'est pas un problème. Donc, de représenter le vecteur E et D de S sur les deux bases et sur la surface latérale. Et vous voyez bien que le flux latéral est nul. Il va vous rester juste le flux à travers la base supérieure, puisque le champ est constant, ne dépend que de... Il est constant, d'accord? Donc, le champ va être E fois S. Ici aussi, le champ est constant. Il va être E fois S parce que les deux sont parallèles. Donc, le flux, c'est 2E fois S. La base supérieure plus la base inférieure. Et bien sûr, la surface latérale, elle est nulle. Parce que E sur la surface latérale est perpendiculaire à D de S. La charge intérieure, c'est sigma fois S. C'est la même surface. Donc, le champ est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Et enfin, quel est le champ créé par 3 plans au point M? En fait, c'est 3 plans infinis. Donc, chacun va créer un champ qui est égal à sa densité de charge divisé par 2 epsilon 0. Donc, le champ créé par sigma, ça sera sigma sur 2 epsilon 0. Créé par 2 sigma, ça sera 2 sigma sur 2 epsilon 0. Si vous voulez, sigma prime égale à sigma prime. Et ça, c'est sigma seconde. Et le troisième, ça sera moins 3 sigma seconde sur 2 epsilon 0. Et ça va vous donner 0. Voilà pour le corrigé de ce devoir. J'espère qu'il sera utile pour les autres étudiants qui n'ont pas encore passé les devoirs surveillés dans les autres universités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le commenter. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.